Bonjour, bonjour tout le monde, vous êtes avec les Gilets jaunes constituantes 59-62, en direct aujourd'hui avec un député qui a accepté de nous recevoir, député de la France Insoumise de Lille, deuxième circonscription du Nord, Hugo Bernalicis. Bonjour Hugo. Donc nous on a des questions à poser sur déjà la question économique en général. On sait que vous avez fait, je pense hier, une motion de censure avec Jean-Luc Mélenchon. On l'a proposé. On l'a proposé. Si vous pouvez nous en dire un mot après, ce serait bien. On aimerait bien pouvoir amener la question de pourquoi, pour nous, la question de la création monétaire et de la souveraineté sur la monnaie est une question essentielle, laissant la porte ouverte à des idées qui viennent autour, mais comment on pourrait reprendre le contrôle de cette création monétaire. Et on pense qu'il faut destituer Macron, que c'est le premier domino à faire tomber pour pouvoir retrouver la souveraineté à tous ces échelons-là. Et donc voilà, c'est un peu le fil de la conversation. Okay. Surtout pour ces manquements à la Constitution, quoi, à ses devoirs. Hein, ça, c'est très important à savoir, quoi. Alors, sur la motion de censure à l'Assemblée nationale, ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'en fait, une motion de censure, déjà, comment ça se passe? Qu'est-ce qui donne le pouvoir ça va me permettre de faire d'une pierre deux coups et de prolonger la discussion qu'on a pu entamer la dernière fois en manifestation. C'est que c'est la même chose que pour déclencher l'article 68 de la destitution. C'est le même principe. Il faut réunir sur un même document la signature de 60 parlementaires. Et là, vous avez réuni combien de... Sauf que la suite, le déroulé, une fois que vous avez mis sur le document 60 parlementaires, c'est pas le même déroulé entre une motion de censure et une destitution. Une motion de censure, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque un débat dans l'hémicycle qui oblige le Premier ministre à venir se justifier de sa politique. En théorie, sur le fond, une motion de censure est censée, dans son exposé... Donc c'est l'article combien, 40 quelque chose? Je sais plus la motion de censure. Parce que j'ai besoin de savoir pour savoir... On va regarder. Non, 40 quelque chose. Je pense 41. 41 quelque chose. 41 à mon avis, mais bon. En fait, ça provoque un débat. Le Premier ministre est obligé de se justifier. Et dans l'exposé de la motion de censure, en théorie, l'objectif c'est de faire une proposition de gouvernement alternatif. De gouvernement au sens de ligne politique. Okay, ce qui fait que normalement, il y a souvent, quand il y a des motions de censure, une motion de censure de gauche et une motion de censure de droite. C'est pour ça qu'on ne signe pas exactement le même texte. Il y a des fois où on n'a pas pu faire autrement parce que pour trouver 60 personnes, il a fallu voir plus large. Parce que l'effet d'une motion de censure, si elle est votée, l'effet que ça a, c'est la désapprobation du gouvernement. C'est que le gouvernement est démissionnaire. D'accord. Et donc ça repose un nouveau gouvernement. Mais sur la même procédure que précédemment, c'est-à-dire qu'on est sous la Ve République. Ce serait, dans le cas de figure, Emmanuel Macron qui proposerait un nouveau gouvernement, qui ensuite solliciterait la confiance de l'Assemblée nationale, et il y aurait donc un nouveau vote à l'Assemblée nationale pour valider le nouveau gouvernement. C'est comme ça que ça se passe dans la Constitution. Donc c'est pas parce que la motion de censure elle passe, que vous faites tomber le précédent, que le suivant sera de meilleure composition. On peut imaginer que si la motion de censure est passée, ça veut dire que le président n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale et que donc un autre gouvernement peut émerger. Pas forcément révolutionnaire. Mais il peut pas y avoir un gouvernement transitoire, quelque chose non, quand il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de ministre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en allant dans ce sens-là, la seule solution possible, ce serait que Macron, finalement, cède complètement aux revendications du peuple et adopte un gouvernement représentatif des volontés populaires. Et à ce moment-là, il y aura même un conflit avec l'Assemblée nationale. Voilà. Donc parce qu'il y a beaucoup de forces financières. Je vous rappelle que présence. L'organisation de nos institutions, et c'est pour ça, en fait, au fil du débat, on va discuter, mais pour nous, la Ve République et ces modalités de fonctionnement des institutions ne sont pas démocratiques et ne permettent pas une démocratie accomplie. C'est pourquoi, pendant l'élection présidentielle, que ce soit de 2012 ou de 2017, on a martelé, et on en a fait un fil rouge, cette histoire d'Assemblée constituante pour passer une 6e République, pour changer les modalités. Parce que mais pourquoi une 6e République? Parce qu'en sachant que la République ne fonctionne pas... On va le laisser parler, on a 2-3 petites questions sur la constituante. Je poursuis, allez-y, je poursuis sur la motion de censure. Bon. Donc, nous, la motion de censure, là, on la vit, non pas pour qu'elle... Je ne veux pas dire que c'est pas pour qu'elle aboutisse. S'il y avait une majorité pour virer le gouvernement, c'est génial. On sait bien que c'est
peu probable, puisque vous avez une majorité extrêmement large de la République En Marche, et que même les Républicains ne sont pas forcément hyper chauds tout de suite pour faire tomber des gouvernements. La seule fois où ils l'ont fait, c'était pendant l'affaire Benalla, je vous rappelle. Ils ont déposé une motion de... Ouais, ils ont juste... il y avait eu convergence avec la France Insoumise. Nous, on a dit on signe toutes les motions de censure parce que on veut, quoi qu'il en coûte, faire tomber ce gouvernement, parce qu'on pense que ça peut être un point d'appui, un point d'étape pour la suite. Ça n'avait pas fonctionné à l'époque, et je pense que là, dans le cas précis, ça ne fonctionnerait pas non plus. N'empêche que dans la bataille politique, il y a la bataille comment dire ça, des mots et des lignes politiques, des prises de parole des uns et des autres, et de l'emmerdement qu'on peut qu'on peut mettre sur la pièce contre le gouvernement. Donc nous, on le vit, cette motion de censure, comme un moyen d'emmerder le gouvernement, de les obliger à prendre la parole en dehors du débat sur les retraites en tant que tel, pour se justifier de leur politique, et nous avoir aussi, tous les groupes, parce que c'est tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale, qui prennent la parole, et montrer qu'il y a un peu de résistance, quoi, et que le Parlement existe encore un peu. Je disais, il y aura un problème si Macron, demain, nommait un nouveau gouvernement, c'est que vous avez toujours la même majorité à l'Assemblée nationale. La majorité de type d'En Marche, c'est un gros problème. Qui vote ça, c'est un gros problème. Ouais. Et pour certains textes, il y a des votes conjoints entre la République En Marche et les Républicains. C'est-à-dire que même si une partie de la République En Marche, je vous prends l'exemple, la loi dite anti-casseurs qu'ils ont fait voter en décembre, ouais, ça c'est vraiment... il y avait une partie d'En Marche qui était pas d'accord pour la voter. Alors eux, ils traduisent ça par abstention. Ils votent pas contre. Il faut quand même pas déconner. Et donc on s'est dit, bah, c'est bon, il n'y aura pas de majorité, on va pouvoir voter contre. Mais non, puisque les Républicains, eux, vu que c'était une proposition de loi issue de leur rang au Sénat, ils y étaient tout à fait favorables. Donc vous aviez en fait une majorité encore plus large que d'habitude. Même s'il y a eu 50 gars de chez En Marche qui se sont abstenus, il y avait encore plus de gens que d'habitude qui ont voté pour la loi, puisqu'ils avaient les renforts des Républicains qui sont plus de 100 à l'Assemblée nationale. Bon. Donc c'est ça aussi la réalité politique des rapports de force au sein des institutions. Je ne dis pas les rapports de force dans le pays, mais au sein des institutions. Les institutions, il y a un rapport de force dans le pays aussi, puisque quand vous êtes à la tête des institutions, vous avez à votre disposition l'ensemble des administrations, donc la police nationale, la gendarmerie, l'armée, tout ce qui s'ensuit. Donc nous, on a des questions sur la constituante. Juste, je vais essayer de finir pour faire le lien avec l'article 68. C'est la même procédure. Les 60, il faut 60 noms sur un document qui est déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, qui ensuite est transmis au gouvernement, qui est là au chef de l'État. Là, pour destituer le gouvernement, il faut 2/3 de la haute cour, c'est-à-dire le Sénat. Voilà, donc pour destituer Macron, c'est 2/3 du Sénat plus de l'Assemblée nationale. Pour shooter le gouvernement dans une motion de censure, il faut juste la majorité de l'Assemblée nationale. Okay, c'est pas le même circuit, ça n'a pas les mêmes conséquences, puisque si on mais dans les Macron, c'est difficile. Il y en a un qui est plus difficile que l'autre, vu les rapports de force. Mais c'est faisable. Il n'y a aucune chance. Ouais. Il n'y a aucune chance. C'est faisable, non? A priori, il y a peu de chances que... Dans les deux cas, donc autant aller jusqu'au bout, faire l'article 68. Oui, alors j'en reviens maintenant sur le... Symboliquement. Symboliquement, oui. J'en viens maintenant sur la situation actuelle là, qui nous occupe. On a proposé une motion de censure. On n'a pas déposé, on a proposé une motion de censure. Parce que nous, on est 17. On n'est pas 60. Permets de me dire l'article parce que je le trouve 49. pas. 49. Merci, 49. Merci beaucoup. Proposé une motion de censure, ouais. Et d'ailleurs, le PCF et le PS n'ont pas suivi. Exactement. Ce que moi, à titre personnel, je trouve ça dégueulasse parce que on a besoin d'aller par-delà les logiques partisanes pour la France est riche de sa diversité, autant dans ses couleurs, comme on pourrait dire, autant dans ses idéologies politiques, mais à un certain niveau, à un niveau supérieur de pensée, le bien commun. Normalement, on doit tous pouvoir se retrouver si on travaille pour le bien commun, quoi. Et bien sûr que c'est condamnable. Motivation pour le refus. PS, c'est des traîtres. Bah, c'est beaucoup de traîtres de toute façon. Ça va aider aussi pour les municipales de savoir dans quel camp on doit aller se mettre. Ça, exactement. Vous faites bien de le dire. Si je en tant que citoyen, simple citoyen, tu vois. Il va y avoir les municipales. Simple citoyen. Quel est de ce qui est connu et public, et je ne vais pas trop travestir la volonté du groupe communiste et la volonté du groupe socialiste, mais les deux nous disent qu'ils pensent que ce n'est pas le bon moment pour faire la motion de censure. Parce que des motions de censure, on ne va pas en faire tous les 4 matins. Si on fait des motions de censure... Oui, mais dans ces cas-là, lui, il va continuer, quoi. Moi, je pense qu'elle est grave et c'est pourquoi nous l'avons proposé. À appauvrir le peuple, quoi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense qu'il faut une motion de censure. Je confirme.
eux pensent que ce n'est pas le bon moment. Ils pensent peut-être qu'il faut le faire dans 2 semaines, juste avant le débat sur les retraites qui commencera mi-février à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils pensent qu'il faut le faire une fois que c'est passé de l'Assemblée nationale au Sénat. Peut-être qu'ils pensent qu'il faut le faire en plein milieu du débat, parce qu'on peut l'actionner quand on veut. Il y a pas de 60, tout s'arrête et on passe à la motion de censure. Donc on pourrait imaginer qu'on fait une première journée de débat sur les retraites et bim, en plein milieu, on fait une motion de censure. Donc voilà, peut-être que c'est ça ce qu'ils pensent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, que c'est pas le bon moment. Ils nous ont pas dit quel était le bon pour eux. Oui. Mais ils nous ont dit que maintenant, c'est pas le bon moment. Mais moi, je trouve on est français. Moi, je peux pas les forcer, je vais pas les séquestrer ou quoi que ce soit. Bon. Donc, et c'est pareil pour l'article 68. Hein, je vous mets, c'est le même débat. Vous ne pouvez déposer le document que quand vous avez les signatures. Donc là, avant, ce n'est que de la discussion. Donc là, vous voulez dire que le Parti communiste et le PS, ils sont pas très chauds, je crois. Vous avez dit ça, pour déposer une motion de censure. Exactement. Pourtant, la situation, donc, comme on l'a dit, est grave. Et est-ce qu'on peut pas être un peu complotiste quand on sait que Macron a fait partie du gouvernement Hollande vis-à-vis du Parti socialiste? Parce que j'ai rappelé récemment que Attali s'était vanté d'avoir mis à la présidentielle M. Macron. Et Attali, c'est quand même un des gros cadres du Parti socialiste. Et puis le ministre de l'économie d'Hollande, qui est quand même le président de toutes les fédérations socialistes, Hollande avant d'être président de la République, le ministre d'Hollande, donc c'est le principal sur le secteur clé pour la France. Le ministre de l'économie, c'était donc Macron, aux côtés de Moscovici, qui est encore un des grands cadres du Parti socialiste. Donc Macron, c'est vraiment la créature du Parti socialiste. C'est Michel Sapin de Moscou, il est parti à Moscovici, il est parti à... Non, mais je sais pas, c'était tous les ministres. Non, mais Moscovici, c'est le tandem Michel Sapin et Emmanuel Macron. Ouais, mais Moscovici était à ses côtés aussi quand Macron était ministre. Après, je ne vais pas citer tous, parce que bon... Ouais. Et puis il y avait Fabius aussi à un moment, et puis voilà, etc. Bon. Tout ça, c'est le cadre du Parti socialiste. Et là, on voit la créature du cadre du Parti socialiste. Donc, M. Attali s'en vante, on sait la puissance de l'exécutif français depuis De Gaulle, parce que la Constitution a été faite pour De Gaulle, etc. Et là, on se rend compte que les socialistes ne veulent pas participer à cette motion de censure, même pas l'article 68, évidemment. C'est quand même très grave. Moi, je suis scandalisé, mais scandalisé. Bien sûr, c'est un manquement aussi à leurs droits aussi dans la Constitution. Et les communistes, on sait que depuis Robert Hue, les communistes, c'est évincé, on sait quel a été le jeu des socialistes avec ça aussi. Moi, je suis écœuré de voir ça. Et c'est ce qu'on rappelle, c'est que le premier devoir d'un parlementaire, peu importe sa couleur politique, c'est dénoncer des violations graves de la Constitution. Parce que la Constitution n'a pas vocation à violer. C'est ce qui fait tourner notre 5e République. C'est ce qui fait tourner les rouages d'équilibre des pouvoirs des institutions de la 5e République. C'est pour ça que c'est absolument scandaleux. Voilà. Vous rappelez les moyens juridiques et anti-républicains. Les moyens de droit qui permettent de combattre, on va dire, politiquement. Il y en a d'autres. Il y a faire appel, et c'est toujours la même question, 60 députés, qui signent le même document, ou sénateurs, mais du côté du Sénat, pour demander une censure du Conseil constitutionnel sur un texte de loi. Ça aussi, ça fait partie des armes qu'on utilise. On l'a fait sur beaucoup de textes depuis le début de la mandature. Et après, vous avez un Conseil constitutionnel qui vous dit « Ah ben non, c'est tout à fait constitutionnel. Vous n'avez pas d'autres moyens de recours. » Sauf à aller plus haut à la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Mais ça, c'est pas quand vous êtes parlementaire, vous n'êtes pas content. C'est plutôt quand vous, en tant que citoyen, vous devenez du coup justiciable et que dans une affaire, au tribunal administratif, Conseil d'État, Cour de cassation, etc., vous faites bananer tout le long, vous pouvez monter à l'échelon supérieur. On peut donc souvent ça prend 10 ans. Civile même. Ça prend 10 ans, ça dépend, pas toujours, ça dépend de quel film, mais 10 ans, 15 ans. On prend l'exemple des procès des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron, qui font de la bataille juridique une partie de la bataille. Là, il y a eu à Lyon le premier jugement où ils ont eu. Mais c'est honteux ça. Pour l'état de nécessité, le parquet, donc qui représente le ministère public, la garde des Sceaux, Benoubé, en gros, je représente la société, en gros, a fait appel devant la cour d'appel. Cette fois-ci, ils ont été condamnés. Et non pas avoir été condamnés à des amendes avec sursis. Donc, quelle affaire sont condamnés? Pour les décrocheurs de... Et je rappelle que le parquet, il y a l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'appelle l'arrêt Medvedev, je vais y arriver, de 2008, qui rappelle que notre procureur français n'est même pas considéré comme une autorité judiciaire par la Cour européenne des droits de l'homme, par cette même Cour. Donc ça, et cette jurisprudence a été reprise de nombreuses fois. Donc voilà, donc ça on revient à ce qu'on disait au départ, ce parquet, et à l'époque où Sarkozy est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est ce qui m'a scandalisé, c'est qu'il avait attaqué le juge d'instruction, alors qu'à la même époque, en 2007-2008, déjà il y en a des affaires derrière lui. La Cour européenne des droits de l'homme disait tout le contraire, disait que le problème c'était le procureur. Et on en est toujours là avec cette justice de classe
qui fait la misère aux gilets jaunes et qui laisse tous les autres dans leur sphère tranquille. Comme je veux dire, tant que le peuple ne récupérera pas son pouvoir, ça n'ira jamais. Je mets de côté la question justice. Ça n'ira jamais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Là, donc en gros, maintenant, il se pourvoit devant la Cour de cassation, c'est les termes consacrés, je pourvois en cassation. Donc en cassation, s'ils sont à nouveau condamnés, ils pourront ensuite saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Okay, tant qu'il n'y a pas ces étapes-là, vous ne pouvez pas aller au-dessus. Il faut passer à chaque fois par des étapes. Et même à la fin, la CEDH, dont on vient de parler, qui dit que le procureur, le parquet français, le procureur n'est pas un magistrat indépendant. Je rappelle que les arrêts de la CEDH ne sont pas coercitifs. On peut se torcher avec. D'ailleurs, c'est ce que fait le gouvernement bien souvent. Okay, ce qui n'est pas exactement la même chose que la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un peu technique tout ce bazar, mais c'est pour vous dire qu'y compris les institutions européennes, c'est pour ça aussi qu'il y a nécessité de les remettre en cause, même si du point de vue français, finalement les institutions européennes sont moins pires, judiciaires et juridiques, sont moins pires que les institutions nationales. Mais bon, je ne vais pas vous... Le GIGN, normalement le GIGN... Attends. Selon l'Europe, le GIGN devrait... Non, c'est pas le GIGN, c'est le GIPN. Ne devrait pas être contrôlé par l'IGPN, excusez-moi. Oui. L'IGPN ne devrait pas être contrôlé par des policiers qui font eux-mêmes des enquêtes sur eux-mêmes d'un point de vue européen. Tout à fait. Alors que là, c'est pareil, le texte européen, c'est une préconisation. C'est pas impératif. C'est pas un. C'est pour ça que cette Union européenne. C'est pas une directive. C'est pour ça que cette Union européenne, elle impose des choses qui sont extrêmement graves pour les nations, comme l'usure des banksters, etc. Exactement. Mais tout ce qui les ennuie profondément, là on voit bien, parce que c'est les mêmes lobbies et si tu parles à chaque fois, je te jure, ça va aller. Donc le problème, c'est que on se rend compte, alors, pour ceux qui n'ont pas fait de politique, tout ça, ils voient ça tardivement, mais derrière les gouvernements, derrière la commission, c'est le même bankster, forcément. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ces lois qui sont bien gentilles pour certains et bien dures pour d'autres, etc. C'est pour ça que la question que vous mettez en position, leur place, moi j'y pense même pas, parce que nous c'est sorti clair et net de cette Union européenne des lobbies. Et ça fait des années qu'on dit on va négocier. Si tous les 28 États ils disent on va négocier, on s'en sort pas. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de règles nulle part. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette Union européenne des banksters, où on trouve toujours Rothschild. Là d'ailleurs, c'est assez drôle, je sais pas si vous avez vu dans le média, ils ont rappelé sur les retraites. Dans le média, ils ont rappelé avec monsieur, il s'appelle Rodriguez, c'est facile à retenir, un journaliste, il a dit que ça fait des années qu'on sait que les Rothschild, ils attendent sur les retraites. Et on sait que derrière BlackRock, c'est Blackstone, c'est Rothschild, etc. Donc voilà. Non, mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Donc, Donc, les moyens de se bagarrer, il y en a beaucoup en fait, mais à chaque fois c'est un peu des voies sans issue, ou alors des voies tellement laborieuses que vous finissez par avoir une décision. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour... Moi personnellement, ma réflexion personnelle et politique que j'ai en commun avec un certain nombre de camarades, c'est que la bataille pour la prise du pouvoir, elle doit, de notre point de vue, nécessairement passer par une victoire par les urnes. Alors après, c'est pas si facile que ça de gagner par les urnes. On a vu en 2017 combien c'était compliqué, même si on a fait un score honorable avec notre candidat Jean-Luc Mélenchon, même plus qu'honorable, parce que on pense que l'état de la société française, si on veut avoir le maximum de légitimité pour ensuite, donc pour conquérir le pouvoir, mais ensuite exercer le pouvoir, parce qu'il ne suffit pas d'arriver au pouvoir, il faut encore, parce qu'une fois que vous y êtes arrivé, en face de vous, il y a quand même des puissances qui sont prêtes à faire en sorte que vous ne mettiez pas en œuvre votre programme. Vous parlez des banquiers, de l'Union européenne, de Rothschild, etc. Demain, on arrive au pouvoir, ils ne vont pas disparaître de la circulation. Et ils ne vont pas se laisser faire comme ça, comme de cœur. Bon. Moi, je suis pas. D'où la nécessité de faire le pari du peuple, de former tous nos militants sur le terrain. Donc, il faut une majorité dans le pays, une majorité électorale de conscience et qui est prête à suivre les orientations politiques. Parce qu'il y a eu Pinochet, il y a eu. Parce qu'on pourrait se dire, certains disent coup d'État, machin, Est-ce que c'est naïf de rappeler l'histoire, Pinochet, Allende, où il y avait les mêmes, en face de lui, le FMI, les mêmes idéologistes comme Friedman, où il y avait la fête des Rothschild, pareil, etc. en face. Est-ce que si un Mélenchon passait et qu'il se dégonflait pas,
est-ce qu'ils ne se retrouveraient pas avec toute cette pression monumentale, quitte à flinguer des gens, à les violer, à les faire disparaître? Comme Moi, ça, je pose une question, on sait très bien que l'homme est corruptible déjà. Allende, l'histoire, il y a une histoire, il faut se rappeler de l'histoire. Allende est peut-être corrompu. Est-ce que Allende, il a des déclarations précises dans l'histoire? Est-ce que c'est, moi quand je pense à Mélenchon, s'il est sincère, je demande qu'elle croire sur tout un tas de choses. Est-ce qu'on n'aurait pas toute cette pression et la démocratie ne serait pas violée comme elle a été violée au Vietnam, comme elle a été violée... Si, bien sûr que si. On l'a vu, on a plein d'exemples récents. Ouais. Alors c'est plus soft que ce qui s'est passé avec Allende. Oui, mais c'était les mêmes combats. Les mêmes combats, soit les mêmes. C'était les Chicago Boys. Mais regardez ce qui s'est passé en Grèce. Et la France a aidé Pinochet, il faut le savoir. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Plus récemment. Ouais, à partir du moment où il y en a un qui a dit je vais faire voter le peuple, exactement. Ils l'ont débarqué. Après, il y a tout un tas de bordel et Tsipras est arrivé. Il n'a pas voulu sortir de l'Europe, c'est justement ça qui je sais bien. Il a refait voter le peuple, mais c'est ça à la fin qui leur fait peur. C'est qu'il y ait une majorité dans le pays, pas juste un type tout en haut, une majorité dans le pays pour se bagarrer. Donc le vote, c'est un des éléments du rapport de force parce qu'on pense qu'il nous est favorable et que la masse des gens ne sont pas d'accord pour se faire voler, prendre dans les poches par le grand capital, je vais résumer ça comme ça. N'empêche qu'il faut une majorité active et consciente. Donc je ne suis pas pour qu'on prenne le pouvoir par hasard ou par l'alignement des planètes et que le lendemain les gens se disent ah bah merde, qu'est-ce qu'on a foutu, on n'avait pas bien compris que c'était ça. Non, il faut qu'on prenne le pouvoir avec des électeurs qui soient conscients des choix politiques qu'on aura à faire parce qu'il ne suffit pas de le prendre, il faut ensuite l'exercer. Ça me semble déterminant. Moi je pense que... C'est pour ça qu'on voulait aussi une assemblée constituante parce qu'il faut avoir les moyens démocratiques de faire en sorte que ce soit le peuple qui soit en capacité de maintenir ses idées. En tout cas, moi je pense qu'il y a dans le peuple, il y a beaucoup de bonnes personnes qui seraient... Donc assemblée constituante, un régime d'assemblée. L'idée qu'on a proposée pour 2017 et qui est toujours l'idée qu'on poursuit, c'est qu'il y ait une assemblée constituante qui soit... pour la constitution, mais après peut-être un régime d'assemblée. Excuse-moi, non. Non, ça, attendez, vous brûlez les étapes, les amis. S'il y a une constituante, c'est la constituante, c'est ce qui constituera la constitution. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, j'ai un avis, la question que j'ai envie de poser, c'est parce que vous voyez pas, enfin vous voyez prendre le pouvoir par les urnes. Donc la première chose, c'est prendre le pouvoir par les urnes. C'est ce qu'on appelle la révolution citoyenne. C'est comme ça qu'on l'a théorisé. Mais ça veut dire qu'il va falloir que vous organisez la population sur des idées. Si vous en prenez en fait à des segments de population, comme pour faire du marketing, il y a un moment où il va y avoir une incohérence et ils vont vous diviser là-dessus. Alors que si vous attaquez quelque chose qui est universel, comme la souveraineté monétaire, c'est ce qu'il faut de toute façon. C'est la question de l'Afrique aussi, parce que le franc CFA, l'euro, en fait, c'est exactement le même système de colonisation. Exactement, bien sûr. Et comment, en fait, en fin de compte, comment on constitue la constituante pour qu'elle soit pas juste un reflet de Jean-Luc Mélenchon, voilà, 22%, c'est bien parce que tu ressembles le sujet sur la question centrale. Que ce soit vraiment en fait le pouvoir du peuple sur les 5 pouvoirs, constitutionnels, législatifs, exécutifs, judiciaires, médiatiques et financiers, c'est-à-dire la création monétaire. Comment on constitue la constituante de manière à ce qu'elle soit vraiment représentative du peuple français. Mais vous faites bien de rappeler tous les trois que encore une fois, on peut considérer que la question monétaire soit centrale. Moi, je crois qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres, les 5 pouvoirs dont on a parlé. Et que si on oublie de modifier la composition de ces 5 pouvoirs, on se fera rattraper par la patrouille par l'un des 4 autres si on se concentre que sur la question monétaire, ou que sur la question démocratique, ou que sur les la 5. Question... Exactement. Bon. Donc sur la question judiciaire, je vais le dire, comme ça je vais vous le dire tout de suite, on a créé, donc elle est en vigueur, mise en place depuis hier. On a sur notre droit de tirage à l'Assemblée nationale mis en place une commission d'enquête pour analyser les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Bon, la question du parquet, la question du siège, etc., tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, et c'est moi qui vais présider cette commission d'enquête. Donc je compte bien à ce qu'on fasse avancer le public là-dessus. On prendra des cas concrets à analyser. Par exemple, un qui pourra peut-être vous intéresser, c'est le cas de Jean-Michel Prêtre, qui était le procureur de Nice, qui maintenant est l'avocat général près la cour d'appel de Lyon, et c'est le type qui, pendant l'affaire Geneviève Leguet, a menti et a dit ensuite « j'ai menti pour couvrir Emmanuel Macron ce qu'avait dit le chef de l'État à la télévision ». Bon. Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi ce type a fait ça, pourquoi il n'a pas été sanctionné. Pourquoi ils ne sont pas, voilà, exactement, pourquoi ils ne sont pas jugés, ces gens-là. Okay. Bon. Donc on va voir tout ça par cette commission d'enquête. J'espère qu'on va pouvoir faire avancer le public et que ça va intéresser les gens parce que d'expérience, pour l'instant, les questions de justice n'intéressent pas tellement le grand public parce que ça apparaît comme étant technique. Or, c'est pas technique. C'est le type, il a menti pour couvrir le chef de l'État
alors qu'une personne, une militante âgée, s'est fait massacrer. Enfin, massacrer, elle s'est fait violemment bousculer par les policiers qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans le coma. Puis elle doit être touchée psychologiquement, elle doit avoir beaucoup de séquelles. Donc par des cas concrets, j'aimerais bien qu'on puisse amener les gens à réfléchir sur la théorie de l'organisation de nos pouvoirs, et là le pouvoir on sait que les procureurs généraux de Paris, etc., ils doivent leur carrière au président de la République, hein, c'est ça pour la comprendre. Oui, mais bien sûr, c'est question... Pour les procureurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le procureur, il dépend du garde des Sceaux, qui est nommé, qui est le ministre de la Justice. Garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice. Et il est nommé directement. C'est la République des copains et des coquins, hein, voilà. Tout simplement. Avec l'intelligence humaine, il y a moyen de faire des systèmes qui sont... Tout ça, on le sait, il y a moyen de faire des systèmes plus équilibrés. Voilà. Le truc, c'est que autant il y a des domaines où on voit bien. Tribunaux populaires, bien sûr. Il y a des domaines où on voit bien les intérêts des uns et des autres, et où on peut dire, en gros, quasiment avoir des preuves pour dire que le système fonctionne comme ça. Le système judiciaire, vous n'aurez jamais de déclaration du président de la République en disant oui, je vais nommer celui-là parce qu'il m'a rendu service à tel moment. Tout ça est assez... c'est compliqué à prouver matériellement parlant. Donc j'espère qu'avec la commission d'enquête, on pourra prouver un certain nombre de choses matériellement parlant et faire réfléchir sur les institutions. Sur la question démocratique, c'est pour régler cette question-là qu'on a proposé une assemblée constituante pour une 6e République. Bon. Avec notamment, nous on pense que c'est important qu'il y ait dedans comme contenu, mais c'est l'assemblée constituante qui devra en décider, la révocation des élus en cours de mandat, qui nous semble être une pierre angulaire du... Mais ça c'est logique, de toute façon, même le peuple le voudrait d'ailleurs. Si on veut... Oui, mais il peut y avoir un débat, il y en a qui souhaitent un mandat impératif. Est-ce qu'on peut faire le lien avec le mandat impératif? Moi, je ne suis pas pour le mandat impératif. Je suis pour un mandat représentatif strictement contrôlé par le peuple. On a tous plein d'idées. C'est mon avis. Après, parce que là, il y a une trahison du peuple français à tous les niveaux. Les affaires, on les compte plus. 40 millions à peu près, on a voté. Et en plus, on le sait, comme a dit Étienne Chouard à une époque, CIS le disait, le régime représentatif, c'est absolument pas la démocratie, on sait ce qu'il en sera de tout ça. Donc évidemment, soit ça sera un régime représentatif strict, et le mec il dégage s'il y a une trahison, et là effectivement il faudra une justice indépendante pour faire reconnaître ça, et les immunités d'un autre temps, il faut les virer, parce que c'est pire que la monarchie. Là, et bon, on a des immunités, le pire c'est les commissaires européens, les parlementaires européens c'est encore pire, et ces gens, on voit de le voir, il ne sera pas jugé. Quoi. Comment on fait pour constituer la version d'une enquête préliminaire au PNF? Bon, mais on sait qu'il y a une vingtaine de maintenant de conseils d'administration, etc. Ce mec, et en plus, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le mec vire, il y a une affaire judiciaire et qui pose le problème de la retraite toujours, parce que le dossier est certain. Eh bien, circuler, il n'y a rien à voir, lui il relève du pénal judiciaire et on met juste une autre tête à sa place. Et moi je voudrais rappeler. Et attends, je finis là-dessus. Vas-y. Et on met une autre tête, donc c'est comme si un voleur était pris en pleine action de voler. Et puis on dit, bon, tu t'es fait gauler, mais c'est pas grave, de toute façon t'as des copains forts au pouvoir, et on change ta tête, et vas-y, l'autre tu continues de courir avec ce que t'as volé. Attention, c'est impressionnant. Il y a une capacité de l'oligarchie, parce que c'est pas eux qui sont en première ligne. C'est eux qui dirigent le pays, on n'est pas en démocratie. Les personnalités politiques qu'on a sont des envoyés de l'oligarchie, mais ce ne sont pas eux l'oligarchie. Enfin, ils en font partie, je veux dire, mais... Non, parce qu'on a retrouvé ces gens-là, parce que je veux dire dans les dossiers... Ce que je veux dire, c'est que s'ils ont besoin d'en jeter... Regarde BlackRock, par exemple, il est sur les retraites, le patron des mecs de Cirelli, là, il était sur la privatisation de Gaz de France en 2004. Donc moi, c'est l'oligarchie, c'est des hommes de confiance, des Rothschild. Faut pas le... lui, il est pas ministre. En temps de guerre, c'est les pires collabos des nazis, ces mecs-là, faut pas se leurrer. Bon, je veux pas atteindre le point de vue. Non, mais je fais le parallèle, moi je le fais complet. Après, voilà, il faut... Je suis désolé, on a des éborgnés, on a des mutilés, et ces gens-là violent la loi. Et ils ne remplissent pas des missions d'intérêt général. Ils sont super dangereux. Ce que je veux dire, c'est que... C'est pour ça que obliger les gens à démissionner, etc., c'est bien, ça fait plaisir pour le moment, mais ça ne règle pas forcément la situation. Mais déjà qu'il aille en prison, s'ils n'ont jamais la punition, mais l'être humain on le sait, il n'est pas naturellement bon comme toutes les conneries me sentir. S'il n'y a pas la punition, on continue. C'est vu comme l'histoire humaine. Ils n'ont jamais la punition. Donc là on en revient à la justice, vous avez totalement raison. Cardini, il y a 10 ans avant, je parlais que de ça. Et il faut un tribunal populaire avec des juristes sérieux, on en a plein. Ouais. Moi j'ai fait 6 ans de droit pénal, il n'y a pas de souci, je porte pas de cours, etc. Et ces gens ne répondent de rien. Sans faire du droit pénal, les gens qui sont tirés au sort pour juger d'assises jugent des criminels, et ça se passe parfaitement bien. Moi j'ai un pote qui a été tiré au sort. Il connaissait rien à la justice. Il m'en entendait vaguement parler à l'Assemblée, ça a l'air intéressant ce que tu racontes, mais bon, c'était pas son sujet, quoi, c'est pas son truc.
il a fait les jurés d'assises et ça a permis deux choses. D'une part, de vérifier la théorie qui dit que la justice est rendue au nom du peuple français, ce qui était un peu plus le cas que d'habitude, puisque le peuple français était représenté par des tirés au sort. Et lui, à titre individuel et personnel, ça lui a montré comment fonctionnait la justice, le système judiciaire, et donc ça a élevé son niveau de conscience de la situation. Je reviens juste, on a dit la question justice, parce que je voulais en parler, ok, judiciaire. C'était la constituante. La question assemblée constituante, la question démocratique. Moi je pense qu'il faut du mandat, de la démocratie directe, je ne vais même pas dire du mandat impératif. Démocratie directe, ouais. Dans un certain nombre de cas de figure. Le plus possible, pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit tout le temps le bordel permanent, mais le plus possible. Je ne rentre pas dans le détail, puisque ce sera l'Assemblée constituante. Juste une question là-dessus, c'est comment on constitue l'Assemblée constituante de manière à ce qu'elle soit vraiment représentative? Et pas juste parce que moi je suis Jean-Luc Mélenchon. Non, je suis pas Jean-Luc Mélenchon, c'est là. Je suis élu. Non, l'ami. Forcément, je vais mettre des gens en qui j'ai confiance à des postes clés, autant que je pourrais. Et si je fais une assemblée constituante, comment est-ce que je fais en sorte que ce soit une assemblée constituante des gens qui sont écolos, gentils, de gauche, mais du peuple de France. Je regardais l'heure parce qu'après j'ai d'autres trucs. Bien sûr. Le sujet phare. Ouais, mais c'est quand même. Si on se donne encore 20-25 minutes. Ouais, 25 minutes et puis on centre tout sur les sujets qui nous intéressent le plus. Oui, bien sûr. Je continue, Arnaud. Je finis vite sur les 5 aspects que tu as mentionnés. L'Assemblée constituante, nous, la proposition qu'on a faite, c'est qu'il y ait 50% de cette Assemblée constituante qui soient des gens élus et qui ne puissent pas être, pour être candidat, on ne puisse pas être déjà élus, forcément des gens qui ne sont pas élus, et qu'il y ait 50% tirés au sort. Voilà. C'est la proposition politique qu'on met sur la table. Et qu'ensuite, ils ne fassent qu'une chose, réfléchir à la nouvelle constitution, avec les moyens qu'ils veulent. Ils peuvent faire des réunions publiques, des consultations, des machins, ce qu'ils veulent. Et ensuite, la proposition politique qu'ils font est soumise par référendum à l'ensemble du vote des Français. Si ça vote contre, hop, ils continuent de bosser jusqu'à ce qu'elle soit validée par le peuple français tout entier par référendum. C'est la proposition qu'on fait. D'accord. Parfait. Sur la question ensuite économique. Clairement, oui, il faut retrouver de la souveraineté monétaire. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, on dépend de l'euro. Qui est une monnaie qui nous handicape. Oui, bien sûr. Mais pas les Allemands. C'est bien tout le problème. Mais c'est une monnaie à la fois unique et commune. La Deutsche Bank va exploser. Ah, ça, oui, on verra. Donc, tout le monde est impacté. Si, ça va exploser. La résilience du système capitaliste. Oui, pas la fausse monnaie, la résilience, elle va jusqu'à la guerre en général. Oui. Donc, moi, la résilience, je crois pas trop, parce que les banquiers, ce qu'ils veulent pour régler leurs conneries, c'est une guerre. La guerre fait partie de la résilience. Ah bon, si ça fait partie de la résilience capitaliste, d'accord. C'est un mode de régulation du système capitaliste. Juste dire que nous, on peut pas faire la guerre. Les Allemands, souvent, on les pointe du doigt quand on parle de l'Europe. Il faut bien rappeler que les Allemands qui ont voulu avoir une banque centrale indépendante, comme Hermann Herrhausen, président de Bilderberg de l'époque, président de la Deutsche Bank, a été assassiné au lendemain de la chute du mur de Berlin pour forcer le traité de Maastricht de 92. C'est ça. Donc, on voit que par là... Ce qu'on voit, c'est que tout le monde est perdant là-dedans. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Donc il faut retrouver de la souveraineté monétaire. La question est, est-ce qu'on la retrouverait en transformant l'euro en monnaie commune plutôt qu'en monnaie unique et en retrouvant des monnaies nationales avec un serpent monétaire mieux régulé que ce qui était le cas, parce que quand on avait le franc, c'était pas non plus la joie et l'allégresse. Mitterrand s'est fait attaquer au tout début de mandat, ce qui lui a poussé à faire, je caricature et je vais vite, mais en gros, qui a poussé à faire la politique de la rigueur pour pas se faire trop dévaluer la monnaie du point de vue du Moi, si on rappelle Mitterrand, permettez-moi de rappeler Rocard. Rocard, il a dit que de la Seconde Guerre mondiale au début de Mitterrand, on a eu un niveau de dette exponentiel depuis la privatisation de la monnaie. En fait, entre 73 et 84, le pouvoir de création monétaire a été confié aux experts. C'est ça la différence de la loi de 73 à 84. Et à 84, en 84, ils ont dit maintenant on fait l'austérité. Donc, exactement. On fait l'austérité pour éviter qu'il y ait trop de dévaluation de notre monnaie. C'est ça l'argument. Et à la même époque, ils ont désindexé les retraites sur les salaires, c'est un rapport. Si on a une banque nationale, même avec l'euro ou pas l'euro, mais si on a une banque nationale, on peut mobiliser tous les gens qui ont envie de travailler dans des projets utiles au développement. C'est un outil qu'on n'a plus, qu'on pourrait retrouver. Voilà. Mais encore une fois, il faut qu'on le retrouve. La monnaie n'est pas, c'est pas la seule condition pour créer un régime politique vertueux et un vrai partage des richesses. Il faut avoir des idées aussi. Il faut des idées de comment on dirige l'argent. Non, mais je veux juste qu'on soit tous d'accord là-dessus. Il faut revenir sur la justice. Parce que c'est vrai que la justice, l'institution. D'accord.
Sur les modalités de le faire, il y a quand même des batailles pour faire en sorte que le dollar soit plus la monnaie étalon au niveau mondial, ça c'est un premier point, et qu'on puisse, qu'on ne soit pas contraint d'emprunter sur les marchés privés. Pour un nouveau Bretton Woods, j'ai entendu parler de ça il y a une semaine, venant de la France Insoumise justement. C'est longue date, on le ressort régulièrement, mais il y avait les BRICS qui essayaient de pouvoir faire de l'échange international, commercial, dans leur monnaie respective. Et ils ont commencé à le faire. Ce qui fait qu'il y a eu des tensions avec les Chinois, entre les États-Unis, parce que la dette souveraine américaine est détenue en partie par les Chinois. Enfin, je veux pas. Il y a de la géopolitique là-dedans. Il y a deux systèmes qui se combattent, le système de la Banque mondiale, du FMI, qui est un système de la dette et d'usure, et un système de la BA2I, la Banque asiatique d'investissement en infrastructure. Et il y en a une autre, la nouvelle Banque asiatique d'investissement, enfin je sais plus comment elle s'appelle, et qui en fait sont des systèmes de crédit pour le développement, les routes de la soie. Bon, faudrait une demi-journée pour qu'on rentre dans le sujet monétaire. On avance quand même. En l'argent travail. En tout cas, on voit quels sont les outils qu'on doit reprendre à notre disposition. Je peux me perdre 2 secondes. Rappelons que dans l'histoire, depuis 200 ans, tous ceux qui sont attaqués à ce sujet-là ont subi des menaces de mort, des attaques. On pourrait citer le président Jackson, on pourrait citer Louis Thomas McFadden à une époque. Thomas Sankara. Thomas Sankara, oui, en Afrique. Donc, voilà. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Même si, admettons, la France Insoumise soit élue demain et qu'ils ont le pouvoir, bah. Moi, et on parlait de la Grèce tout à l'heure, à chaque fois ces gens-là, je rappelle aussi que la Grèce, c'est Sarkozy qui a envoyé avec la garde à l'époque des gendarmes français pour mater les Grecs légitimement militaient pour sortir de l'usure des Goldman Sachs et compagnie qui contrôlent la BCE. Là, ils ont remplacé Draghi qui vient de Goldman Sachs par la garde, mais c'est toujours la même sponsor derrière, etc. Donc voilà, moi je crois, les amis, que hélas, moi je ne souhaite que ça, mais pour moi Mélenchon c'est le moins grave. Puis Asselineau qui est sorti de l'Union Européenne, à partir du moment où, non mais le problème c'est qu'il dit quand même, moi ce qui me dérange c'est quand il dit on va négocier, on va voir, on sortira peut-être. Ça c'est ce qu'on nous dit depuis 40 ans. Bah oui, ça fait bien sûr. Ça leur fait gagner le banquetaire 5 ans. C'est exactement. Donc moi sinon Mélenchon je suis totalement d'accord avec plein de points qui sortent. Tu es aussi d'accord avec Asselineau? Et Asselineau il dit... Une chose que je suis d'accord avec lui, et bien évidemment, mais surtout il dit, moi ça me plaît plus, parce qu'il dit on sort l'Union Européenne. Parce que là on revient au sujet depuis 200 ans, depuis la Révolution française, où on fait croire que la banque c'est un pouvoir comme un autre. Et si on s'intéresse à plein de personnages politiques de l'histoire, ils ont fait tout ce que... Oui, ils en sont morts. Ils en sont morts, comme tu dis, oui. Je crois au peuple, pour ça j'adore les gilets jaunes, je trouve ça fabuleux, je les espérais du temps qu'ils ont exilés. Et pour ça, moi c'est pour ça que... Moi j'espère que si vous passez un jour, j'espère que vous allez être fort et vous prendre l'armée. Les gilets jaunes sont l'avant-garde évolutionnaire, les amis. Ah ouais, c'est d'abord tu formes la base militante et après tu gagnes. Je termine sur le point médiatique qui nous intéresse. Alors on a proposé qu'il y ait un conseil de déontologie, qu'il y ait une instance d'autorégulation. Bon, ça c'est histoire d'essayer de faire avancer le schmilblick, acceptable aussi par la corporation des journalistes eux-mêmes, sans pour autant qu'ils se braquent trop. Mais même ce truc-là, vous avez dit qu'il y a un certain nombre de médias qui ont dit non, on ne participe pas, y compris des médias qu'on peut trouver intéressants, type Mediapart ou d'autres dans la bataille politique. Donc c'est plus compliqué que ça. Et puis sur les médias, il y a une mesure très facile à prendre, c'est-à-dire vous ne pouvez pas à la fois être propriétaire de médias et répondre à des marchés publics. Par exemple, vous faites ça, vous giclez les 8 milliardaires qui sont à la tête de 85% des... Il y a quand même des milliardaires qui tiennent plus de médias que d'autres. On a tendance à toujours les mêmes. C'est assez dangereux. Ah oui. Ah mais voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut... Donc on voit bien les mesures qui sont à prendre. J'en reviens à la stratégie de conquête du pouvoir et comment on fait, et la question européenne, parce qu'elle est liée. On pourrait se dire, bon, allez, on sort de l'Union Européenne, y a basta, et on y va, et c'est ça la proposition politique qu'on met en avant. Le Brexit nous apprend un certain nombre de choses. C'est que oui, les Anglais ont pu retrouver un certain nombre de marges de manœuvre. Par exemple, on m'avait interrogé il y a 1 mois et demi, je crois, un mois, en disant, mais attendez, Johnson augmente le SMIC... c'est génial en fait, il est de gauche. Non, il veut relancer sa propre économie en interne, il a bien compris que la consommation populaire était un axe de relance. Surtout et que maintenant qu'il n'est plus dans le marché commun, etc., il n'y a pas la commission qui vient l'emmerder en disant wow, augmentez pas les salaires parce que sinon ça va créer de l'inflation et la BCE va pas être contente. Surtout il y a une magouille parce que c'était ceux qui avaient le moins de raisons de sortir, parce qu'ils n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas dans Schengen. Donc déjà, c'est pas aussi clair que nous présente Asselineau par exemple. Bien sûr, mais disons que on pense
la France est forte, elle est devenue la 6e puissance mondiale, elle est passée de 5 à 6, mais elle est toujours forte, elle a un poids économique déterminant, même si une bonne partie de notre industrie s'est barrée et que c'est un problème. Elle est mal gérée. Bon, on reste une puissance en tant que telle. Malgré l'écrasement par nos politiques du principal levier de création d'emplois qui sont les PME. On reste fort alors qu'ils bousillent complètement notre économie parce qu'ils bossent pour les banksters, le CAC 40 et tous les sponsors de politique illégaux. C'est ça, mais bien sûr, il dire, faut, on est là pour ça, nous. En France, on devrait avoir les trottoirs en or partout. On est là pour ça, nous. Sans compter ce qui est pillé à l'Afrique. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que une bonne partie de la population n'est pas mûre à l'idée de se dire on va quitter l'Union européenne parce qu'il y a quand même un matraquage médiatique, politique qu'on nous apprend depuis l'enfance jusqu'à l'école, etc. Que Union européenne égale Europe, alors que c'est deux réalités différentes. L'Europe est une réalité géographique, l'Union européenne est une construction politique qui n'a pas le même. Il y a même l'OCDE qui est encore différente. Enfin, si tout le monde savait comment ça se fonctionne exactement, ce serait plus simple, mais c'est pas le cas. Et donc on a dit Union européenne c'est Europe. Et en plus, c'est l'amitié entre les peuples, la coopération, et donc c'est pas la guerre. Ça, on est d'accord pour la paix. L'amitié entre les peuples. Moi, vive la paix mondiale, la paix mondiale. Non, mais ça, c'est pas ça qui nous évite la guerre. C'est la rhétorique. Par contre, c'est pas ce qui nous évite la guerre. Ah non, c'est pas ça qui nous évite. Mais Macron a dit à la BBC que s'il y avait un référendum en France sur la sortie de l'Union européenne, les Français voteraient jamais. Enfin, certainement pour sortir de l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils proposent pas de référendum. Bah oui. Ça, c'est. Il y a une probabilité, puisqu'on a quand même gagné le référendum de 2005, donc on peut imaginer ça. N'empêche on a gagné, qu'est-ce que tu veux dire par on a gagné? J'ai mal compris. Les Français ont voté contre. Ils ont voté contre, mais on n'a rien gagné du tout, on a tout perdu. On a tout perdu. On a perdu. Et rappelons que Sarkozy a violé la mesure la plus démocratique qui soit, il a violé la souveraineté nationale, c'est ça, et en cela, effectivement. Moi je rejoins ce que dit Étienne Chouard, il aurait dû être emprisonné rien que pour ça. Mais bien sûr. Comme Macron d'ailleurs. Il a dit d'ailleurs Macron c'est moi en mieux. Et voilà. Ah mais voilà, tout à fait raison. Il y a un petit papier qui a été sorti à Mediapart qui montre comment Nicolas Sarkozy est envoyé par Emmanuel Macron pour représenter la France depuis les 3 dernières années à plusieurs reprises. Et le pire c'est qu'il il y a des procès derrière lui. Et le mec, voilà, tout va bien. Il y a des très bons articles de Mediapart qui rappellent comment derrière Sarkozy, vous avez Rothschild en permanence, etc. Ah oui, qui rappelle dans un de ses Martine Orange, qui rappelle dans un de ses ouvrages comme quoi Sarkozy doit en grande partie de sa carrière à un monsieur Rothschild qui a eu 100 ans dernièrement, qui s'est vanté d'être à l'origine d'Israël, etc. Rothschild, en plus, c'est pas la plus grosse banque. C'est pas le plus gros. C'est les plus gros de la Fed. La Fed, c'est les plus gros. C'est les plus Moi, gros. je maintiens que c'est les plus gros, c'est la Fed, et ça fait 200 ans qu'ils placent du Macron. Il y a Goldman Sachs quand même. Et Goldman Sachs, alors c'est le jeu, c'est qu'ils ont besoin de banques moins anciennes comme ça, qui mettent en avant. Et eux, d'ailleurs, la preuve, je vais donner un exemple très concret, c'est que personne ne peut citer les 12 banques qui tiennent la Fed. Tout le monde connaît Goldman Sachs, personne ne connaît les 12 banques dans le détail, à part Rothschild peut-être, et encore, parce que quand on pense à Rothschild, je suis tombé sur plein de gens, moi qui me disent Rothschild c'est une banque comme l'autre. Fait des créés, vous demandez à n'importe quel 99% des Français vous diront pas les 12 banques. Ils sont en même temps qu'il y a Rockefeller, mais moi je vais vous les dire, il y a Warburg, il y a Seligman, il y a Erlanger, il y a Baring, etc. Il y a donc Rockefeller, il y a Rothschild, JP Morgan j'ai déjà dit, et JP Morgan... C'est tous les usuriers des peuples ça. JP Morgan tient Swift avec Citicorp, etc. Et personne ne sait ça, justement parce que c'est des puissances tellement énormes et qui existent depuis 200 ans minimum que on n'en parle pas, et on parle que de Goldman Sachs. Mais Goldman Sachs c'est affilié, par contre c'est affilié parce que c'est les mêmes réseaux. Voilà, ils sont à la tête de la Banque Centrale Européenne via Mario Draghi très rapidement, et c'est eux qui ont falsifié les comptes de la Grèce. Mais tout le monde, ils viennent tous de Goldman Sachs. Steve Bannon vient de Goldman Sachs, Mario Monti quand il arrivait président du Conseil italien sans avoir été élu par l'Italie, sans avoir été élu par les Italiens, venait de Goldman Sachs. Si vous regardez, vous trouvez soit la Banque d'Angleterre avec Theresa May, Steve Bannon, dont je l'ai dit, Goldman Sachs, ouais. Et puis vous regardez les articles de Mediapart, ils vous expliquent derrière Sarkozy, vous avez en tête des grands donateurs illégaux de partis politiques, parce que je citerai le nom de l'article un jour si ça intéresse un magistrat. Il y a donc ces grandes banques qui sont les plus gros donateurs et dans des financements illégaux en plus. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et là, et BlackRock, on l'a vu tout à l'heure, c'était Blackstone et Rothschild, etc. JP. Moi, je connaissais même pas Blackstone il y a encore tout peu de temps, mais j'ai vu tout de suite Rothschild, JP Morgan. C'est ça, effectivement. Pour la bataille politique, vous pouvez être pas d'accord avec ça, hein, et d'ailleurs je crois que c'est le cas, mais nous avons pensé qu'il y avait encore besoin de mûrissement. Il faut éduquer le peuple. Il faut éveiller, rallumer tous les soleils. Comme moi je pense que le peuple n'a plus confiance aux politiques. Bon, de se dire l'Union européenne, non mais par ailleurs,
moi, je suis pour qu'il y ait de la coopération entre les peuples en Europe. Je suis pour qu'il y ait une Union européenne qui soit vraiment souveraine, vraiment démocratique, qui respecte une forme de subsidiarité, qui soit au service des peuples, qui mette au pas la finance, etc. Donc, je veux dire, demain, on sort de l'Union européenne, c'est pas pour rester dans notre coin et dire bah, crevez tous autour, vous bouffez-vous de la finance, nous c'est le paradis chez nous. Moi je pense que la France doit être un moteur. Et même l'Union européenne, c'est pour le cadre. En montrant le chemin, la France doit être un moteur. Sortir de l'usure des banksters. Il faut qu'on sorte de l'usure, c'est ça. Et avant, il n'y avait pas l'Europe, enfin il y avait l'Europe, mais il n'y avait pas l'Union européenne. Il n'y avait pas l'Union européenne et les gens vivaient. Il y avait moins de guerre qu'aujourd'hui. Il y avait moins de guerre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le bordel en Afrique, ou de gilets jaunes, je parle, de mouvements sociaux, et machin, etc. Et les guerres des nations, ce qui a toujours empêché ça, c'est le nucléaire. C'est pour ça que la Corée du Nord a mis le nucléaire. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Kadhafi. L'Union européenne aurait dû prendre la défense si c'est un dictateur ou pas, parce que c'était de l'ingérence qu'ils ont fait et la violation du droit international, comme ça a été le cas pour la Syrie. Et ce qui protège à chaque fois un État, c'est malheureux, parce que ça devrait être le respect du droit international, ça devrait être le respect, du droit européen, etc. Or, on a les États-Unis qui violent en permanence, et on les suit, parce que Sarkozy nous a fait rentrer dans l'OTAN, on les suit. Donc, violation de droit. Le seul chose qui protège, c'est l'armement. C'est malheureux. Qu'est-ce qui fait que le dollar, les gens acceptent que ce soit la monnaie étalon? Bah, c'est la puissance militaire américaine. Voilà, on est d'accord. 50% des dépenses c'est pas le droit, c'est pas militaire, c'est les États-Unis. Exactement. Ils ont des bases partout. Exactement. Donc si vous voulez pas croire qu'un dollar c'est un dollar, au pire on est là pour vous le rappeler. Exactement. À chaque fois qu'on veut se démarquer, donc là on en revient à Kadhafi qui a voulu faire le dinar or, ce qui a été caché à l'époque dans tous les médias français, etc. Il voulait faire un satellite. Et il s'est pris, d'ailleurs DSK, d'après Valérie Bugeaud, était dans l'affaire pour aider Kadhafi, et ils sont pris la foudre guerrière de tout l'OTAN, etc. Alors Kadhafi est un dictateur parmi d'autres, je veux dire, on est allié à plein de dictateurs. C'est nous qui avons fait le sale boulot. Ouais. Et en plus, c'est nous qui se tapons l'immigration, c'est pas les Américains à chaque fois. C'est les Américains qui foutent le bordel, mais après ils réparent pas les dommages humanitaires qu'ils devraient. C'est ça qui est un peu scandaleux, parce que normalement, ils se battent pour faire un mur au Mexique. Mais en plus, ils gagnent pas et après, ils disent à l'Europe de rafler tous les malheureux qu'ils ont créés là-bas. Est-ce que ce serait possible à l'Assemblée nationale de poser, dans une question d'actualité, la question de l'annulation des dettes odieuses? On explique odieuses parce qu'elles sont... elles tuent des hommes et des femmes, quoi. Oui, carrément. Elles tuent des gens légitimes parce que les Français ont voté contre en 2005. De poser ça en question d'actualité. Parce que le peu qui allait voter en 2005, juste, je vous explique un peu comment nous on fonctionne, comment ça des questions d'actu. C'est qu'en réalité, d'une part, c'est une question. Alors nous, dans bien des cas, on fait même plus de questions. Parce qu'on voit que depuis le début, quand on pose une question, on n'a pas de réponse. Bah moi j'ai. Oui, mais c'est comme la motion de censure. C'est un coup de pied dans la fourmilière. Au moins filmer, comme avec Ruffin, le filmer, et puis pour dire nous, on n'oublie pas ça, etc. Non, mais du coup, on s'en sert plutôt comme un outil d'interpellation, même pas du gouvernement, d'interpellation des gens en général. Donc voilà. On se réunit, nous on a notre réunion de groupe le mardi matin. Les questions maintenant c'est plus que le mardi, avant c'était mardi, mercredi. Maintenant c'est que le mardi, mais on en a plus le mardi, on en a 2, parfois 3. Comment on fait? On a notre réunion de groupe et on discute quels sont les thèmes qui ont le plus de chances à la fois de servir notre camp politique et d'avoir de l'écho, parce qu'il faut aussi que ce soit entendu. Normalement, si c'est pour faire votre question qui est vue par 5000 personnes, ça permet de réveiller le citoyen aussi. Il faut être au service des citoyens. D'éduquer, vous avez un nombre d'électeurs considérable en présidentielle. Enfin, moi, j'ai un nombre d'électeurs comme ça, comme Mélenchon, considérable face à Macron. Je les éduque à mort là-dessus. Je les éduque et je dis ce que dit Asselineau, parce que c'est la bien. Enfin, maintenant, Asselineau, il s'est un peu couché parce qu'il doit avoir peur, etc. Mais je fais ce qu'Asselineau a fait pendant des années et ce que font d'autres sites, etc. C'est normal. Je vous donne un exemple. Parce que ça tue les gens socialement. Il y a 2 semaines, j'ai posé une question au gouvernement, à la COP25. Il y a 3 semaines, parce qu'on n'a pas parlé de la question écologique. Qui va précipiter un certain nombre de choses. C'est relié aux banques. Ça va précipiter un certain nombre de choses, parce que même la banque, elle sait bien que l'écosystème qui permet la vie humaine, il permet aussi la banque. Donc s'il n'est plus là, tu as beau avoir une banque, tu crèves. Je veux dire, bon, ça pose les choses un peu différemment, y compris au sein de l'oligarchie. Mais bon. Il faudrait une journée pour parler de l'écologie, là. Oui, il y a eu la COP25. La dernière COP25 où on a été nul à chier, là, je dis nous, la France, parce qu'on n'a pas du tout été à la hauteur des
des enjeux climatiques, on a fait profil bas, y compris parce que nous-mêmes, au niveau national, on ne respecte même pas nos propres indicateurs, nos propres trajectoires qu'on s'est fixées pour respecter la COP 21. Et puis la Constitution aussi. Et la Constitution. Ouais, il faut, voilà quoi. Donc je dis, merde, il vient d'avoir la COP 25, personne n'en parle qu'on a été mauvais, qu'on est nul, alors qu'il y a l'enjeu climatique, et puis ils fanfaronnent tous en disant la priorité c'est le climat, etc. Ça me saoule. On décide en réunion de groupe, on va poser une question là-dessus sur la COP 25. Je la pose. On l'a mis aller sur YouTube, etc. Vous en avez probablement pas entendu parler, sauf si vous suivez de manière assidue ma chaîne YouTube, ce qui n'est pas le cas des 48 millions d'électeurs. Non, personnellement, non. Malheureusement. Je vais être franc avec vous. Donc, elle me semble importante, cette question, déterminante, faisant avancer le public, la prise de conscience collective, etc. Et pourtant, que dalle, quoi. Donc, quid de quel est le bon moment pour poser une question sur la dette? Comment on fait? On a fait déjà une proposition de loi, on a fait des questions écrites. Je vous garantis le buzz sur Internet si vous le faites. Moi, il faut poser un. Il faut poser un moratoire sur la dette, de toute façon. Ça, c'est des bons scores. C'est primordial. Si on veut réveiller l'écologie, il faut parler de toutes les alternatives. Moi, j'ai fait un saut chez les Verts. Rien que les intérêts déjà de la dette. Pour vous dire, le nucléaire, c'est pas bien, mais ils parlent jamais des scandales de tous ceux qui sont morts, qui voulaient créer des alternatives, ou tout simplement l'INPI a empêché de déposer un brevet parce que ça touchait aux ressources de l'État. Ça, c'est la plus grande source de pollution qui soit. C'est comme quand on vous dit, si tu crées ça, tu consommes pas assez, donc c'est interdit en brevet, etc. Moi, je peux vous raconter des anecdotes comme ça, parce que j'en ai. J'ai même dit ça à une conférence de la sobriété à Lille 2, devant une nana d'EDF qui m'a dit oui, je sais. Aujourd'hui, des interventions sur la dette de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, il y en a plein et il y en a tous les ans. Et pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est sur la table à chaque projet de loi de finances. Puisque dans chaque projet de loi de finances annuelle, vous avez aligné les entre 35 et 40 milliards de services de la dette qui sont dans le budget. Et les politiques d'austérité, etc. Et le fléchage du budget, la dette. Vous proposez un moratoire sur les 40 milliards. Et c'est d'ailleurs, chaque année, mais c'est ce qu'il faut, de toute façon. Il faut. Chaque année, on publie un contre-budget. Dans ce sens-là aussi. On en a fait au tout début 2007, quand on est arrivé, on a fait un document qui s'appelle le contre-budget pluriannuel 2017-2022. Quelle trajectoire vous mettrez sur la table financière, budgétaire. Et chaque année, là, on a fait un contre-budget en 2018, en 2019. Alors, on fait des focales sur des thèmes parce que c'est beaucoup de boulot quand même à faire. À chaque fois, on a un petit groupe avec des petits graphes quand même. À mon avis, vous imaginez que c'est une tonne de travail et qu'il y a des gens derrière qui bûchent dessus. À la fois payés, mais aussi beaucoup de bénévoles et de militants, et c'est tant mieux. Donc voilà, et à chaque fois les documents, il y a la question de la dette qui est sur la table, et bien sûr on a participé à la grande campagne qui avait fait attaque sur un audit citoyen de la dette, je crois que c'était 2015-2016, qui continue de se perdurer. Donc voilà, après on voit bien que finalement l'appétence des gens pour telle ou telle thématique, et l'appétence médiatique en réalité, elle varie avec le temps. Et oui, la dette n'a jamais été véritablement un thème majeur. La Banque nationale, c'est le plein emploi. Si vous le présentez comme ça, vous aurez le soutien aussi des gens. Exactement. Il y a tellement de choses qui me semblent évidentes pour avoir le soutien des gens que des fois on se demande pourquoi on n'a pas le soutien des gens. Et c'est bien pour ça, et d'ailleurs c'est la question qu'on nous pose sur les médias. Quand on fait des argumentations, peu importe la thématique, le journaliste au bout d'un moment il n'a plus d'arguments, on a développé des trucs logiques, on les a mis sur la table, ils font mais alors comment ça se fait que vous n'êtes pas au pouvoir? Regardez, il y a la grève, il y a le mouvement social, et après, vous devriez être à 38% dans les sondages. Oui, Esther, je suis d'accord avec toi, bien sûr, tu as tout à fait raison. Il y a une interdépendance des pouvoirs judiciaires, médiatiques, etc. Et c'est pourquoi, en 2017, on n'a pas dit, voilà notre programme, c'est reprendre la souveraineté monétaire, point. Et vous verrez, tout le reste viendra avec. C'est pour ça qu'on a fait un programme qui propose de résoudre les différents enjeux, donc le problème écologique, le problème social et le problème démocratique, et qu'on a, en fonction de ce qui semble important pour les gens, qu'ils aient un point d'entrée sur l'intégralité du programme. Parce qu'il y a des gens, ils n'en ont rien à foutre de la monnaie, et pour eux, c'est pas leur problème. Pour eux, c'est un problème d'expert, la monnaie. C'est un problème de banque. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est qu'on pense que c'est un problème d'expert. Ça, ils font ça depuis qu'on est gamin, c'est-à-dire dire c'est compliqué, etc. C'est ça, exactement. Ils font toujours ça. Mais par contre, pour s'en foutre plein les fouilles avec les actionnaires derrière, et parfois tout en faisant partie des conseils d'administration des entreprises. Je rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, ils ont mis la femme de Chirac au conseil d'administration d'un grand groupe du CAC 40. Alors qu'elle avait déjà presque 90 ans. Mais oui, non, mais voilà. On voit bien que forcément, on voit que par là, vous avez des retours d'ascenseur comme ça, entre une femme de président et qui elle-même donc se retrouve dans un groupe du CAC 40, je crois que c'était le VMH, je crois, de Bernard Arnault, je crois. Mais vous posez des questions, vous dites forcément ça peut pas aller, ça peut pas travailler pour l'intérêt général. C'est pour ça que, en fait... Et alors, tout ça n'est pas compliqué.
Je veux dire, il y a des choses simples. Quand on parle Banque nationale, il faut que l'argent perçu par l'État à travers ses pouvoirs régaliens, que ce soit les barrages, que ce soit les autoroutes, ça n'arrive pas dans les poches d'actionnaires dont on retrouve les politiques dans les conseils d'administration, etc., des grandes boîtes, etc., parce qu'ils font plaisir à leurs copains qui ont donné des dons pour leur parti politique. Il faut que ça parte, cet argent des pouvoirs régaliens, il faut que ça parte dans l'économie réelle, c'est ça que veut dire mon pote, dans des infrastructures qui rapportent à l'État. Et c'est très simple à comprendre pour n'importe quel Français, c'est très simple. Et ça existe. C'est ce que nous, on aimerait, ça c'est tout à fait logique. C'est que la question monétaire et de la dette n'est pas annexe dans notre programme, elle est contenue dedans. Vous en faites ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez, mais elle est contenue. On aimerait que vous fassiez campagne. Mais pour l'éducation populaire. Vas-y. On a fait le choix dans notre programme de faire en sorte, une délivrée thématique aussi à l'époque de 2017, de partir des gens, en fonction de ce qu'ils avaient envie, que ça puisse être un point d'entrée pour l'élargir sur l'ensemble de la question. Faire campagne là-dessus, on a fait campagne. Alors il y avait 3 campagnes en 2017-2018, 2018 jusqu'au début 2019. On a fait une sur le nucléaire avec une votation nationale, etc. qui a pas trop mal fonctionné, 250 000 personnes qui sont prononcées. Déjà, vous pouvez nous dire, bah oui, mais il y a 500 000 personnes qui ont cliqué sur le site de la France Insoumise. Et on a 7 millions d'électeurs. Comment ça se fait que vous avez 250 000 personnes qui viennent voter à votre votation? Parce que c'est pas si simple que ça. Et que attirer l'attention sur la politique, déjà rien que ça. Mais les gens n'ont plus confiance à la politique, c'est ça le... Vous pourriez faire exactement pareil, c'est-à-dire des petits stands où vous demandez aux gens de voter pour l'annulation des dettes audiovisuelles d'une banque nationale. Il y avait 3 campagnes. Deuxième campagne, c'était sur la pauvreté. Et troisième campagne, c'était sur la dette. Donc c'était pareil, des stands où les gens pouvaient voter pour... On a fait des tracts. Non, il n'y avait pas de votation. On a fait des tracts qui étaient à 1 600 €. Enfin, c'était sur la dette et la fraude fiscale. La fraude fiscale. Et donc, parce que ça, c'est aussi... Il y avait beaucoup travaillé là-dessus. Très important, la fraude fiscale. Ils avaient un tract, c'était marqué 1 600 €. C'est les 80 milliards de fraude fiscale annuelle divisé par les contribuables, ça fait 1 600 €. Et on disait aux gens, voilà, avec les 1 600 €, si on récupérait ces thunes-là, vous les metteriez dans quel service public? C'est ça la campagne qu'on faisait pour montrer un lien que à chaque fois que quelqu'un prend du pognon à l'État, en fait c'est comme s'il débarquait dans un hôpital et qu'il pétait des lits. Parce que 80 milliards plus 40 milliards de remboursement de la dette, les 80 milliards c'est la fraude fiscale, les 40 milliards c'est le remboursement de la dette, ça fait 120 milliards. C'est quoi? C'est un tiers, 2 tiers. Et ça pourrait être redistribué dans les hôpitaux, l'éducation nationale par exemple. Donc on aurait facilement au lieu d'aller taxer les citoyens quoi. Et n'oubliez jamais. On va laisser un dernier mot aussi pour Hugo. N'oubliez jamais qu'on parle toujours des débiteurs, c'est-à-dire nous, du contribuable, de la dette, mais on parle jamais des créanciers. Exactement. Si on voyait qui étaient les créanciers dès le départ de la dette, on verrait que c'est les sponsors des politiques. Apparemment, il y a un article de 2014 qu'on ne peut pas connaître les créanciers. Après, on sait très bien qui c'est. Mais voilà, apparemment... Il maquille ça de technicité. Mais bien sûr qu'il maquille, bien sûr, on sait très bien. Vous l'avez ça en ligne, il y a l'encours de la dette quasiment en temps réel. Ouais, c'est ça, oui. Donc l'agence France Trésor, on a les sources de cette dette avec les sponsors et les machins. On continue, c'est ça que... c'est sur le site, après c'est hyper compliqué parce qu'il y a différents types de titres de dette. Mais de toute façon, tout se suit, il n'y a pas de problème. Je suis pas un technicien. Avec l'anonymisation des capitaux, de toute façon c'est des poupées russes. Dans tous les dossiers, vous retrouvez toujours le même système, c'est le contribuable, la bonne vieille vache à lait, des lobbies qui se cachent, comme dirait Valérie Bugeaud, derrière le gouvernement. C'est ça, là, mais c'est la Régie publique des eaux, c'est pareil, dans tous les dossiers. C'est pour ça que moi j'ai quitté tout parti d'ailleurs. Non, mais tu as tout à fait raison, de toute façon... Je sais pas s'il a raison de quitter tout parti. Ils sont quasi tous corrompus. Moi je le dis, quasi, voilà, tu vois, ils sont pour moi... voilà. Pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, c'est votre dernière chance. Je le dis à France Insoumise, mettez le paquet parce que là vous avez fait un gros score, vous avez fait un très gros score, je pense même que vous avez subi la fraude électorale. Mais tu sais très bien que ça n'arrivera pas déjà. C'est des vicieux. Et je dis c'est votre dernière chance parce que là c'est le peuple. Et là s'il n'y avait pas le peuple, il se passerait rien. C'est le peuple qui doit récupérer le pouvoir. Ce qui m'inquiète à titre personnel et collectif, mais notamment à titre personnel, c'est que la question écologique, dont on a assez peu parlé, et c'est un contre-la-montre. On sait que c'est un contre-la-montre avant que le dérèglement prenne des proportions qui soient telles que ça va avoir des conséquences dramatiques. Oui. Ça c'est... Non, on rentre pas trop sur le climat. Moi je pars du principe, vous savez qu'il y a eu 2 secondes. Tu me laisses la conclusion, faut que je conclue. Ah ouais, pardon. Les gens en général sont peut-être plus sceptiques que vous sur la question du climat. Sans doute, mais ils seront moins sceptiques quand tu auras la mini tornade qui viendra défoncer leur baraque. Moi j'ai connu. Moi je dis aux gens, soyez positifs. Ferait une journée entière, au moins 1 heure.
pour pouvoir vraiment parler d'écologie. Je dis aux gens, soyez positifs, effectivement c'est grave, il a raison, mais n'oubliez pas que nos grands-parents, ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre, c'était l'apocalypse, c'était le gaz moutarde partout, et ils sont restés positifs. Alors oui, il faut arranger les choses, il a totalement raison, mais soyons positifs parce qu'ils en ont chié bien plus que nous. Ils ont fait des gosses, sans Master 2 et tout. Je vais conclure, c'était pas le paradis non plus, mais je vais conclure. C'est un contre-la-montre parce que on sait que si on franchit des seuils d'augmentation des températures, le nombre de catastrophes va augmenter, le nombre de catastrophes climatiques va augmenter. Ça, on est tous à peu près tombés d'accord là-dessus. Et que si on veut pouvoir limiter, je dis même plus inverser la tendance, limiter la tendance, il faut au moins qu'on prenne le pouvoir en 2022. Parce que sinon, si on remplit 5 ans, en 2027, vu les courbes, comment elles se prolongent à l'heure actuelle, en 2027, on fera des campagnes pour dire comment on va faire pour renforcer les maisons pour pas tous crever sous l'eau, sous le vent, sous le machin, sous la sécheresse. Ceux qui organisent ce réchauffement de masse, je le maintiens, ce sont les banques par qui transite le pognon du pétrole. Bien sûr. Et je le dis, il y a d'autres moyens de circuler que l'essence. On cache la vérité aux Français. Il y a des gens qui en sont morts, il n'y a pas que le pétrole, il y a des tas de procédés. Bien sûr qu'on pourrait faire, exactement. Et si on avait des vrais écolos, ils feraient ce que j'ai fait moi, en rappelant certaines affaires, comme l'affaire Carl Slim, etc. Des gens, par exemple, on va le dire, le moteur à air comprimé, c'est une réalité. Le mec qui représentait 1 milliard d'habitants de marché, c'était le plus grand vendeur d'automobiles pour le marché indien, que ce soit particulier ou commercial. Et ce mec est passé par la fenêtre 2 jours avant de présenter le véhicule, ou 1 jour avant de présenter le véhicule. Tata Motors, c'est ça? Tata Motors, voilà. Donc Tata Motors, et des histoires comme ça, il y en a eu plein dans l'histoire. Donc je le dis, c'est toujours les mêmes qui foutent la merde. Petit aparté. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir et que le peuple reprenne le pouvoir sur son destin collectif. Ah oui, le peuple doit reprendre le pouvoir, ça c'est sûr. Si on veut affronter le dérèglement climatique, il faut qu'il réécrit sa constitution. Il y a plein de choses à accomplir dans ce domaine. Voilà, nous on a modestement fait l'avenir en commun qu'on va d'ailleurs améliorer dans un certain nombre de domaines, combler, parce qu'il y avait des trucs où on disait rien et on est attendu au tournant. Je sais pas, voilà, moi je vois souvent le monde de la justice, les avocats, les magistrats. Ils nous disent bon bah votre livre de justice il est bien mais sur là-dessus ça vous dit rien, donc on va combler, on va essayer d'améliorer pour élargir le niveau de conscience et que il y a un maximum de gens qui puissent avoir un point d'entrée dans le programme et se poser toutes ces questions qu'on vient de se poser là, qui sont des questions qui sont pour moi. Moi je me pose plus de questions, moi il n'y a plus de questions, il faut sortir l'Union Européenne des banques, ça personnellement, et il faut sortir, l'Angleterre va survivre en sortant, Salvini en Italie veut sortir, il va sortir. Et voilà. Et de toute manière, on n'a pas le choix, que ça soit violent ou pas. Il faut sortir de cette prison que sont les Rothschild. Il faut que le peuple, c'est ça exactement. Ça date pas de ma petite personne. Ça fait 200 ans qu'on dit que ces banksters sont des parasites. Je suis obligé de le dire. C'est des parasites du système, c'est un virus. Et ils sont dans toutes les affaires, on les retrouve partout derrière leurs candidats systématiquement. Et je vais reprendre ce qu'a dit Rodriguez, le journaliste sur le média. On sait très bien que Rothschild est sur la traite depuis longtemps. Et ces gens-là sont en train de nous détruire. Et c'était pareil sous Clémenceau. Ah, il nous a servi carrément. Il y avait Rothschild. Bien sûr. Et il y en a ras-le-bol. Et les plus petits qui travaillent, c'est nous, jeunes qui arrivons dans le marché de l'emploi. C'est nous qui produisons le plus. De miséreux. Et nous récoltons le moins. Et moi je le dis, ça va très mal finir. Là, d'ailleurs, Mélenchon va peut-être finir là-dessus, a parlé du CRIF récemment, pas que pour l'affaire d'Angleterre à mon avis, il y a un problème. Sachez que Mélenchon a parlé parce qu'effectivement Mélenchon, je ne sais pas si c'est pour faire un coup de com', mais il y a un problème parce que le communautarisme c'est pas républicain déjà pas républicain et que les intérêts qu'il défend ne sont pas forcément ceux de la France. Donc il y a un moment, moi je dis les choses, je dis pas ça par antisémitisme bête, j'ai des amis bien sûr l'ami. J'ai moi-même un grand-père qui l'était, donc j'ai pas du tout envie, bon je suis catho mais j'ai un grand-père qui l'était, donc voilà, il y a un problème, il faut le dire, et Rothschild c'est le sionisme international, et tu nous fais chier, moi je tiens à le dire. Ah ouais, t'as raison l'ami. Et dernier mot c'est pour, je pense que un petit mot l'ami sur... Ah non mais j'ai pas plus parlé, c'est pas moi qui ai plus parlé. Non, c'était pas ça, c'est que si je dis un dernier mot et que tu rebondis sur ce que je vais dire, ça veut dire que le dernier mot est c'est pas moi qui ai plus parlé quoi. Ah oui mais si vous voulez me voir, c'était pour le... Non mais je pense que je le sais. Pour dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, mais je voulais dire... C'est entendu. Je vous souhaite juste bon appétit et puis on se retrouve à la manif. Ah non, je suis pas d'accord. À la manif parce qu'à un moment donné on peut parler théoriquement bien sympathiquement à ceux autour de la table. Faut être sur le terrain. C'est le terrain qui paye. De toute façon. Je ne dis pas pour vous, c'est pour notamment ceux qui regardent et ceux qui s'intéressent. À bientôt. À bientôt, salut. Salut les amis. On fera un petit débrief après. Force et honneur les amis. Aou.